Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Paris en 1887, ce n'est pas encore la belle époque, c'est la fin de l'affreux 19e siècle, comme on l'a appelé depuis. Le règne des bourgeois tranquilles dont les parents ont suivi le conseil du gouvernement. Enrichissez-vous. Par chance, les héritages n'ont pas fondu au soleil, on ne connaît pas l'inflation. Les gens riches et heureux s'ennuient, du moins ce qu'on dit. Pour passer le temps, les femmes du monde mariées ont des amants. Suzanne Moret en a 2. Le baron des Forges, un quinquagénaire averti des choses de l'amour. Vous connaissez la chanson d'Yvette Guilbert, « Prenez un vieux, il vous aimera beaucoup mieux ». Et René Vinci, un jeune poète naïf. Suzanne leur ment à tous les 2. Je devrais dire tous les 3, puisque bien entendu, elle ment aussi à son mari. Mais les maris comptent si peu en 1887. Elle ment tant et si bien que le jour où le jeune poète découvre la vérité, il tombe de haut. Quoi ? S'amuse. Sa Suzanne adorée n'est pas l'ange qu'il croyait consoler, la pure inspiratrice de son œuvre. Ne pouvant l'admettre, il tente le tout pour le tout. Si elle l'aime, lui, et lui seulement, qu'elle le prouve. Il se jette à genoux et lui demande « Partons, fuyons ensemble ». Naturellement, Suzanne Moret refuse. Alors René, le poète, se tire une balle de revolver dans la poitrine. Tel est le résumé du roman de Paul Bourget publié en 1887, « Mensonge ». Cela paraît aujourd'hui assez ridicule, et pourtant. La jeune femme dont je vais vous raconter l'histoire, une histoire vraie qui se passe à la même époque, n'est pas si loin de l'héroïne de Paul Bourget. C'est elle aussi une menteuse effrontée, malade du mensonge. Elle aussi a 2 amants. Que va-t-il leur arriver ? Vous allez constater qu'une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Margaret Beyer, une Allemande de 20 ans, vit avec ses parents, d'honnêtes bourgeois de la petite ville de Brand, en Saxe. Ces grandes plaines du Nord sévères, où les habitants travaillent dur, ne plaisantent pas, où le mot « autorité » a tout son sens. Un soir, après le souper, le père fume sa pipe près du poêle en faïence, la mère se repose dans un fauteuil en velours orné de dentelle, Margaret se décide à parler. C'est à propos de mon mariage. Écoute, ma petite fille, nous allons pas revenir 100 fois là-dessus. Tu te marieras quand ton fiancé aura une meilleure situation. Mais, papa, inutile de discuter. L'important, ce n'est pas la date. Quoi donc, alors ? Merker a des ennuis. De gros ennuis. Et comme c'est tout de même mon fiancé, officiellement, que vous êtes le maire de la ville, je ne voudrais pas que ces ennuis retombent sur nous. Mais quel genre d'ennui ? Explique-toi. Margaret a beaucoup de mal à expliquer que Merker, petit employé d'une maison de commerce, a tripoté dans la caisse. Il faut rembourser, et vite, sinon le patron portera plainte. Quel scandale ! Pour la famille Beyer, vous pensez ? Le fiancé de la fille du maire, un voleur. M. Beyer comprend. Il remboursera. Il trouvera même un nouvel emploi à Merker. Celui-ci ne peut pas rester dans une maison où on n'a plus confiance en lui. Oui, il fera tout ça, M. Beyer, pour l'honneur de sa famille. Mais à une condition. Quelle condition ? Que vous ne vous fréquentiez plus. Du moins, pendant quelque temps. Je vous le promets. C'est sûr. Vous savez bien que vous pouvez avoir toujours confiance en moi. On lui donnerait le bon Dieu sans confession à cette jeune fille. Ses parents ignorent qu'elle est la maîtresse de Merker, qu'elle n'a aucune intention de le quitter. Pendant 1 semaine ou 2, les amants se verront un peu moins, ils se cacheront un peu mieux. D'accord, mon chéri ? Puisqu'il le faut, je te propose même de ne pas nous voir du tout cette semaine. Tu resteras à la maison, comme ça ton père ne se doutera de rien. Margaret accepte le sacrifice.
Mais pendant la semaine de séparation, elle apprend que Merker l'a trompée avec une de ses amies. Alors, folle de jalousie, elle entend le faire souffrir à son tour, sort, va au bal, rencontre un ingénieur, Pressler, et s'affiche avec lui. Les parents de Margaret ne sont pas mécontents. Un ingénieur, c'est tout de même mieux qu'un employé, et puis cela prouve que leur fille se détache de ce vaurien de Merker. Au contraire, elle ne cesse de le revoir. T'es jaloux, hein? Oui. Tu m'aimes? Je t'adore. Ayant donné le change, les amants réconciliés ont tout loisir pour se rencontrer chaque jour sans éveiller de soupçons. Même dans l'esprit de M. Pressler, l'ingénieur, persuadé que les fiançailles de Margaret sont rompues définitivement, qu'il a désormais toutes les chances, lui. Elle est si séduisante, Margaret, avec ses cheveux blonds, son air ingénu. Une enfant qui a besoin de protection, du soutien d'un homme plus âgé, d'un homme arrivé, d'un ingénieur diplômé, quoi. Madame Beyer estime beaucoup M. Pressler. Il te plaît, vraiment? Oh oui, maman. Il ferait peut-être un bon mari pour toi. J'y pense. Non, tu ne peux pas me faire plus plaisir. Vous avez des projets? Hein? Tous les deux? Pas exactement, mais je n'aurais pas besoin d'insister pour qu'il en fasse. Le mensonge est près du rêve. Tout le monde voit marier les deux tourtereaux. Margaret, sournoisement, joue le jeu. On célèbre de nouvelles fiançailles, cette fois avec l'ingénieur. Quant à l'amour, c'est toujours avec Merker qu'elle le vit. La voilà enceinte. Elle l'avoue à sa mère. C'est Pressler? Non. Qui est-ce alors? Tu ne veux pas me le dire? C'est pas Merker, au moins. Si? Tu es folle! Madame Beyer conseille à sa fille de se donner sans tarder à l'ingénieur afin de lui faire croire, quand il en est encore temps, qu'il est le papa. On trouve dans le comportement de cette famille tous les défauts de la petite bourgeoisie, une morale dominée par l'intérêt, la peur du scandale, du qu'en dira-t-on, défauts assez communs et sans conséquences importantes d'ordinaire, défauts aggravés dans cette affaire par les mensonges de Margaret. Margaret qui laisse croire à ses parents qu'elle épousera un jour l'ingénieur, qui cache à l'ingénieur sa liaison avec un autre homme, qui affirme à cet autre homme « Mes fiançailles officielles n'ont qu'un but, nous permettre de nous aimer en secret », alors que, voyez la complication de l'esprit de cette jeune personne, pour mieux s'attacher Merker, elle attise sa jalousie en entretenant au grand jour de tendres relations avec Pressler. Mentir à ce point à tout le monde, sur tous les tableaux, est extrêmement dangereux. La suite de cette histoire va le confirmer. On serait presque tenté de plaindre Margaret, dont la situation déjà difficile va devenir tragique. La pauvre jeune fille, une malade au fond, ne se ment-elle pas d'abord à elle-même? Margaret se fait avorter. Comme elle n'est pas un mensonge près, elle raconte à son amant qu'elle est tombée dans l'escalier. Sa chute est la cause de la perte de son enfant. Merker est furieux. « Je ne te crois pas !» Mais c'est pourtant la vérité. Tu me prends pour un imbécile. Cette histoire d'escalier est vieille comme le monde. Et c'est au moins quand tu mens d'ajouter quelque chose de vrai, comme ça. On te croira, peut-être. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai plus d'enfants, c'est tout. Si tu l'avais gardé, ton père aurait bien été obligé de nous donner son autorisation pour nous marier. Je ne connais pas mon père. Il donnera son autorisation quand tu auras une vraie situation. Oh, tu veux dire de l'argent. C'est pareil. Bien, trouve-en de l'argent, toi. Si tu es si maligne. Justement, j'ai une idée. Mais il faut que tu sois d'accord. Dis toujours, on verra. Je vais épouser Pressler. Jamais! Attends. Il y a quelque chose que tu ne sais pas que j'ai appris récemment. Pressler a été marié en Italie avec une femme qui s'appelle Leonore Ferroni. Tu vois, je suis bien renseigné. On ne divorce pas en Italie. Alors quand il m'épousera, et il m'épousera parce qu'il est fou de moi, il sera bigame. Il est riche. On le dénoncera. Je divorcerai. Et nous aurons de l'argent. Bien entendu, le personnage de l'italienne, cette Leonore Ferroni, vient d'être inventé par Margaret. C'est un peu gros. Merker commence à s'inquiéter du comportement de sa maîtresse, à douter de tout. Et si ses relations avec l'ingénieur n'étaient pas aussi pures qu'elle le prétend? Je vais aller le voir, moi, ton ingénieur. Je vais aller lui dire 2 mots. Je t'en supplie, ne fais surtout pas ça. Je me gênerai. Si tu y vas, je te quitte. Pour une fois, Margaret
un accent de sincérité qui ne trompe pas. C'est tellement rare chez elle. Mercia lui est très attaché. Pour ne pas la perdre, il lui donne sa chance. Bon, d'accord, je n'irai pas voir Pressler. À quoi ça servirait? À nous faire du mal. Je t'aime, moi. Et cette situation ne peut plus durer. Je sais. Alors fais quelque chose, décide-toi. Choisis. C'est la dernière fois que je te le dis, sinon, tout est fini entre nous. La menteuse est devant l'épreuve de vérité. Avec son esprit alambiqué, sa duplicité naturelle, le pire est à craindre. Elle tient absolument à conserver son amant. Que va-t-elle entreprendre? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. L'ingénieur Pressler habite Chemnitz, une ville industrielle proche de Brandt. Il travaille dans une verrerie où il a d'importantes responsabilités. C'est un homme de 38 ans, sérieux, rangé, d'un caractère droit, incapable d'imaginer les manigances auxquelles se livre Margaret. D'ailleurs, son travail lui laisse peu de temps libre. L'éloignement des deux villes atténue les inconséquences de la jeune fille. Il n'en perçoit que de vagues échos. Il les attribue à la chance d'être aimé d'une femme un peu fantasque, certes pleine de charme, jusque dans ses extravagances, terriblement féminine à ses yeux de vieux garçon dont la vie est réglée comme du papier à musique. Il attend du mariage le bonheur, avec ce minimum de fantaisie qui lui manque. Il est persuadé d'avoir séduit Margaret, car celle-ci ne ment pas seulement en paroles, elle ment aussi avec son corps. Elle sait admirablement feindre le plaisir, la joie, changer son visage selon les sentiments auxquels elle veut faire croire. Ce sont, dit-on, ces mensonges du corps qui sont les plus difficiles à pratiquer. Et Margaret, quoi qu'on lui dise, quelque étonnement que suscitent ses propos, ne rougit jamais. De tous les personnages de cette histoire, Pressler, l'ingénieur, le scientifique habitué à vérifier, à contrôler les faits, est celui qui croit le plus facilement Margaret. Il va la voir le dimanche chez ses parents. Elle vient quelques fois en semaine à Chemnitz, entre deux trains. Il va la chercher à la gare. Le 13 mai 1907, la voici justement chez lui. J'ai réussi à m'échapper. Je vais même pouvoir rester avec toi jusqu'à demain. Tu es content? Tu penses? Comment t'as fait? J'ai dit à mes parents que j'allais à Freiberg, tu sais, chez mon amie Greta. Bon, tu n'es pas raisonnable. Enfin, c'est pas moi qui m'en plaindrai. Tu veux un peu de café? Avec plaisir. Je vais te le préparer. Pressler se rend à la cuisine mettre l'eau à chauffer. De la salle à manger, Margaret entend moudre le café. Elle ouvre le coffret à liqueur en sort de petits verres. Elle prend la bouteille de cognac et remplit les verres. Mais, dans l'un des deux, elle verse le contenu d'un sachet qu'elle a pris dans son sac. Du cyanure. Pressler revient avec le plateau et les tasses à café. Elle tient un des petits verres à la main. Puisque c'est la première fois que je vais passer la nuit chez toi, nous allons fêter ça. Oh, je bois très peu d'alcool, tu sais bien. Pour une fois, tu ne peux pas me refuser, chérie. Pressler prend le petit verre que lui tend Margaret. Elle songe à lui dire « à notre amour ». Elle ne peut tout de même pas prononcer ces paroles. Alors, elle lève simplement son verre à elle d'un geste qui signifie « buvons ensemble à notre santé ». Elle s'arme de courage et ajoute « il faut boire d'un coup pour que cela nous porte bonheur ». Elle avale d'un trait son cognac. Pressler fait de même. Il tombe aussitôt, se roule à terre en se tordant de douleur. Margaret remet ses gants, ouvre une seconde fois son sac à main, en sort un revolver, s'approche de Pressler, lui enfonce le canon dans la bouche et appuie sur la gâchette. Avant de s'en aller, elle pose le revolver à côté de la main droite de l'ingénieur, lave les verres, les tasses à café, remet tout en place. Elle laisse 2 lettres en évidence sur la table. Le soir, elle couche à Freiberg, chez son amie Greta, prétextant une migraine pour se retirer plus tôt dans sa chambre après dîner. La police conclut à un suicide. La mise en scène de Margaret était parfaite. La première lettre consistait en un testament rédigé de la main de Pressler. On vérifia son écriture. Margaret imitait habilement l'écriture de n'importe qui. Elle était la légataire universelle du défunt. Quoi de plus naturel puisque c'était sa fiancée. Il demandait à être incinéré. La meurtrière espérait ainsi éviter l'autopsie du cadavre. La seconde lettre, décachetée, sans enveloppe, provenait d'Italie, signée de Leonore Ferroni.
La pseudo-épouse de Pressler lui annonçait son intention de venir en Allemagne le rejoindre avec l'espoir de reprendre la vie commune. Tout cela parut logique aux enquêteurs et aurait pu théoriquement se terminer dans l'injustice la plus immorale si Margaret n'avait pas été Margaret. Le mois suivant, en juin, Merker a de nouveaux ennuis d'argent. Ce petit employé de commerce n'est pas doué pour les affaires. Il est faible, influençable, tellement faible qu'il a cru ou fait semblant de croire au suicide de son rival. D'autant que Margaret lui a dit « Tu vois qu'il était vraiment marié en Italie, Pressler ?»« Eh oui. Et tu voulais pas me croire ?»« Si, seulement ça me paraissait tellement extraordinaire. »« Et c'est extraordinaire. » Tu as toujours tort avec moi. Merker doute de plus en plus de sa maîtresse. Il se tait. Ne cherche pas plus loin parce que celle-ci, une seconde fois, règle ses embarras financiers. Comment? Eh bien, la succession de l'ingénieur n'est évidemment pas encore liquidée, mais un oncle de Margaret vient de mourir. Il a laissé de l'argent liquide dans une cassette. La jeune fille se rend chez un serrurier, se procure une fausse clé, ouvre la cassette, prend l'argent. Le vol est découvert. Les héritiers portent plainte. Le serrurier dénonce Margaret qui avoue. Je suis héritière, moi aussi. J'ai pris une avance sur ma part, rien d'autre. Et si, il y a quelque chose d'autre. Un fait nouveau, capital. Le personnage de Margaret démasqué. La vraie Margaret, capable de voler, de mentir. La police rouvre le dossier Pressler. On soupçonne d'abord simplement la jeune fille d'être mêlée au suicide. On l'interroge. C'est la catastrophe. Elle raconte n'importe quoi. Le 13 mai? Je ne suis pas allé à Chemnitz. J'étais à Freiberg, chez une amie. La Libye ne tient pas, des témoins l'ont vu ce jour-là, à la gare de Chemnitz. Ah oui, je suis allé à Chemnitz. Quand je suis arrivé chez mon fiancé, sa femme, Léonore, était là. On a eu une scène horrible. Je suis parti. J'ignore ce qui a pu se passer après mon départ. Mais Pressler n'a jamais vécu en Italie. La police le prouve aisément. Il y a de grandes chances pour que cette Léonore Ferroni n'existe pas. Ce n'est pas exactement Léonore qui était chez mon fiancé, mais c'était pareil. Elle avait envoyé son frère, Coste. C'est lui qui a apporté la lettre. De telles invraisemblances conduisent le juge à se poser la question. Et s'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'un crime? Et dans ce cas, qui est coupable? Margaret? L'enquête progresse. On ne pense pas au poison. On ne pense qu'au revolver. On ne trouve pas d'où il vient. On l'ignorera jusqu'à la fin du procès. Mais de recoupement en recoupement, on découvre que la vie de la jeune fille n'est qu'une succession de mensonges, même quand apparemment, avant le crime, cela n'avait pas d'importance. Le juge s'étonne. Mais pourquoi mentiez-vous? Trop de personnes auraient été au courant de ce que je faisais si j'avais dit la vérité. Et maintenant? Maintenant, si vous me disiez la vérité à moi, vous ne pensez pas que ce serait dans votre intérêt? Il se passe alors quelque chose d'inattendu. Margaret, qui depuis le début de l'enquête invente, affabule, avoue. Oui, c'est moi qui ai tué Pressler. Je ne l'ai jamais aimé. Je voulais hériter. Je voulais sa fortune. Comment l'avez-vous tué? Et là, Margaret recommence à mentir. Elle invente de nouvelles scènes. Pressler l'aurait menacé de son revolver parce qu'elle se refusait à lui. Il voulait l'obliger à avoir des relations intimes avec lui, alors qu'elle n'en avait jamais eu. Il voulait se suicider parce qu'elle lui avait rendu sa parole et que leur fiançailles était rompue. Il voulait qu'elle l'aide à rédiger sa confession, une lettre à son épouse italienne dans laquelle il reconnaissait l'avoir maltraitée. Il voulait éviter un duel avec son beau-frère, Coste, venu le provoquer d'au-delà des Alpes. Il voulait qu'elle reste avec lui pour lui donner du courage afin d'affronter Coste. Sans elle, il était trop poltron. Il voulait faire croire que sa femme en Italie vivait encore alors qu'elle était morte, etc., etc. L'accumulation de mensonges finit par troubler le juge. Et si ce n'était pas elle la coupable, si en avouant elle mentait? Elle est coupable, monsieur le juge, dit le policier chargé de l'enquête. C'est une malheureuse, mais elle est coupable. Hier, elle a rétracté ses aveux. Sous quel prétexte? Son père est mort. Elle pense en être responsable. Sa conduite lui donnait trop de chagrin. En s'accusant d'un crime qu'elle n'avait pas commis, elle se punissait. Vous voyez cela? Je sais plus. Quand elle parle de son père, elle me paraît sincère. Elle l'aimait beaucoup. Il ne lui a pourtant jamais donné l'autorisation de se marier avec Merker.
Oui, c'est sans doute là toute l'explication. Le procès eut lieu en 1908. Margaret Beyer, reconnue coupable sur tous les points de l'accusation, fut condamnée à 1 an de prison pour avortement, à 5 ans de travaux forcés pour le vol de la cassette, à 8 ans de travaux forcés pour faux et usage de faux, le testament et la lettre de la soi-disant épouse italienne, à mort pour l'assassinat de l'ingénieur Pressler. Margaret Beyer paya de sa vie ces mensonges. Elle fut exécutée à Freiberg le 23 juillet 1908. Ses dernières paroles furent « Père, je te rejoins. » Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.